essayer de condenser ma réflexion et d'essayer de vous faire une présentation des enjeux de la question démocratique aujourd'hui et effectivement des moyens dont on dispose pour essayer de promouvoir finalement l'idée de démocratie et de la réaliser en quelque sorte, alors qu'aujourd'hui, évidemment, elle laisse beaucoup à son état, laisse beaucoup à désirer. Alors d'abord, partir de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est d'abord un idéal, mais un idéal à plusieurs facettes, à plusieurs dimensions, qui ne sont pas forcément ajustées les unes aux autres. Moi, je vois trois dimensions principales à l'idée de démocratie et à cet idéal. La première dimension, c'est la dimension d'autogouvernement. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, mais c'est l'idée essentielle de la souveraineté populaire. Et c'est un principe cardinal qui est l'égale possibilité pour chaque citoyen de participer à la décision, d'influencer la décision. C'est ça la boussole en démocratie, c'est ce qu'avaient tenté de réaliser les Athéniens et c'est de cet idéal que nous nous réclamons. Mais à cet idéal est venu s'ajouter un deuxième, qui est celui qui renvoie à l'idée d'état de droit. C'est un idéal de liberté, de reconnaissance finalement de la nécessité de protéger les droits, des droits collectifs, droit de manifestation, droit d'expression, mais aussi de droits individuels. Et c'est ce que nous a apporté, et c'est l'héritage que nous avons du libéralisme, qui n'a pas que des défauts. Le libéralisme politique, c'est vraiment cette idée de protection des droits et aussi de contre-pouvoir à une possible tyrannie, y compris même une tyrannie de la majorité. Et puis, il y a une troisième dimension qui me paraît tout à fait essentielle et qu'on oublie souvent, qui est l'égalité concrète. Autogouvernement, état de droit, égalité concrète. Il n'y a pas de démocratie sans forme de vie et d'actualisation de l'égalité dans les relations entre les individus. La démocratie, c'est aussi une expérience, c'est aussi une manière de vivre avec les autres et de vivre ensemble. Et on peut avoir une démocratie au plan institutionnel, mais qui est totalement en décalage et en déphasage avec une société dans laquelle les inégalités sont telles que les gens ne se considèrent pas comme des égaux. Et il y a là, pour le coup, dans ce cas, un déficit démocratique tout à fait évident. Alors, la démocratie idéale, c'est une réalité. C'est une réalité qui est très loin de cet idéal, évidemment. On a affaire à travers le monde et dans l'histoire à des approximations, et celle que nous vivons, que nous pratiquons, que nous connaissons aujourd'hui, est très loin de l'idéal d'autogouvernement du peuple. En fait, ce régime politique qui est le nôtre a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par des gens dont je rappelle toujours qu'ils détestaient l'autogouvernement du peuple, qu'il ne voulait pas que le peuple participe directement au pouvoir et qui finalement lui a reconnu comme seule possibilité d'agir le fait de sélectionner des gouvernants pour parler à sa place. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Mais c'est une vision très minimale de la démocratie. Certes, nous avons reconnu un certain nombre de droits collectifs, individuels. Donc, nos démocraties sont libérales, elles sont représentatives libérales, mais elles sont très loin de l'ambition originelle. Et pour ne pas parler de nos formes de vie, y a-t-il véritablement de la démocratie ailleurs que dans les institutions, à l'école, dans les relations entre les individus, dans les hôpitaux, dans les prisons, etc. Est-ce que nous comportons réellement comme des égaux? Ça pose un vrai problème. Alors aujourd'hui, ce modèle, même incomplet, même défaillant, il est en voie d'effondrement. Alors là, je ne vais pas m'attarder, mais il faut quand même reconnaître aujourd'hui le risque dans lequel nous sommes de voir disparaître le peu de démocratie que nous avions réussi à mettre en place. Alors, les causes, on les connaît, hein, c'est une extrême défiance à l'égard des gouvernants de la part des citoyens, qui n'est pas forcément une mauvaise chose lorsqu'elle débouche
sur un désir de participation et sur des alternatives. Mais là, lorsque les alternatives sont le fascisme ou l'autoritarisme, c'est un vrai problème. Deuxième problème, problème de défiance, de légitimité des gouvernants, problème d'inefficacité. C'est-à-dire que ces représentants qui prétendent gouverner au nom du peuple ne peuvent être légitimes que, un, s'ils représentent vraiment ce peuple, ce que plus personne ne pense aujourd'hui, et deux, lorsqu'ils sont efficaces. Or, ils se révèlent inefficaces à maintenir des conditions de vie acceptables aujourd'hui, que ce soit face aux crises environnementales, je terminerai là-dessus, que ce soit face à la pandémie, que ce soit face au bien-être de manière générale, il y a un vrai souci. Et en réponse à ce souci, on a un autre risque qui se profile, celui du durcissement de ces autorités démocratiques. C'est-à-dire, ce qui se profile, c'est une forme de libéralisme autoritaire. Le concept est de plus en plus utilisé, mais on voit à travers la répression qui est mise en œuvre par ces gouvernements démocratiques, on voit bien comment la tentation est de faire taire des contestations qui sont de plus en plus fortes et qui vont très certainement continuer. Alors, les citoyens aujourd'hui, pour une partie de plus en plus importante d'entre eux, sont entrés en dissidence. Sont entrés en dissidence, mais dans des formes de dissidence très différentes. J'en vois trois comme dissidence. D'abord, l'indifférence, le retrait vis-à-vis de la politique, l'apathie politique, hein, qui est une des formes aujourd'hui de nos existences contemporaines. À quoi sert-il finalement de participer, puisque de toute façon, les gouvernants ne gouvernent pas, ce sont d'autres qui gouvernent à leur place, hein. Il y a des thèses complotistes qui rendent finalement totalement, totalement impensable le fait de prendre au sérieux le jeu politique, hein, si effectivement, ce ne sont pas les gouvernants qui gouvernent, mais des forces occultes qui le font. Bon, et il y a l'abstention et qui touche. Bon. Deuxième voie, c'est la voie autoritaire. La voie autoritaire, c'est-à-dire bah, on cherche une autre solution et on va chercher soit un homme providentiel, soit un parti, et on voit bien aujourd'hui comment monte le vote protestataire. J'utilise rarement le terme de populisme, mais on voit très bien à quoi ça correspond. Puis il y a la troisième voie, qui est très minoritaire, il ne faut pas se le cacher, qui peut produire des effets, c'est la voie participative. C'est-à-dire on a des citoyens qui entrent en dissidence, mais qui essayent de développer soit via les institutions, via le municipalisme, soit hors des institutions, à travers des phénomènes de coopération, d'autres formes de vie démocratique. Bon, voilà le paysage. Il est complètement incomplet. Alors que faire? Parce que je n'ai qu'un quart d'heure et les classes populaires, évidemment, sont touchées de plein fouet par les processus dont je parle. C'est eux qui votent le moins, hein. On sait que la participation des classes populaires est toujours un enjeu en démocratie et qu'il y a un invariant dans les démocraties représentatives, hormis les rares expériences révolutionnaires, plébéiennes, où ces catégories populaires sont appelées véritablement à participer au pouvoir, cet invariant, c'est qu'elles sont mises à distance et par les gouvernants de ce même pouvoir. C'est ce que mon collègue politiste appelle le sens caché, hein. Il y a une forme de captation du pouvoir par les catégories les mieux intégrées, les plus riches, et aujourd'hui on assiste vraiment à l'oligarchisation de nos sociétés démocratiques. La divine surprise a été la contestation des Gilets jaunes, mais on voit bien comment cette contestation des Gilets jaunes ne trouve pas et ne cherche pas, quelque part, à trouver véritablement de débouchés politiques. On pourrait y revenir, mais c'est une forme de sursaut politique qui me paraît tout à fait inattendue, hein, soyons clairs, qui rappelle, à travers laquelle ces catégories populaires, ou en tout cas une partie d'entre elles, a rappelé à l'existence, à son existence, les autorités. Bon. Et alors, que faire? Je reprends la phrase de Lénine de 1902, il y a des bonnes et de mauvaises stratégies. Pour moi, il y a deux stratégies qui me paraissent insatisfaisantes.
La première stratégie, c'est attendre de parvenir au pouvoir, c'est-à-dire penser que finalement une alternance politique, l'arrivée au pouvoir d'acteurs politiques qui ont une visée d'intérêt général, ont envie de transformer les choses et seraient eux-mêmes démocrates, pourra changer les choses. Cette voie, alors elle peut être révolutionnaire ou elle peut être pacifique, pour moi, elle n'est plus véritablement convaincante pour deux raisons. La première, c'est que la possibilité vraiment d'une alternance politique dans le cadre politique actuel, institutionnel, du financement politique, de concentration des médias est devenue extrêmement compliquée, hein, et d'intégration. Donc, il ne faut pas s'attendre véritablement à un grand soir de la démocratie. Puis la deuxième question, c'est la question de la forme et la question des moyens et la question des fins ne peuvent plus être dissociées aujourd'hui. Il est très compliqué aujourd'hui de prendre le pouvoir de manière autoritaire ou à travers les élections en laissant croire qu'une fois arrivé au pouvoir, on va être démocrate. On peut pas. Il y a un vrai problème de contradiction interne des mouvements qui suivent cette voie-là. La deuxième voie, qui est importante mais pas satisfaisante, c'est prendre le pouvoir par le bas. C'est ce que le sociologue Eric Olin Wright appelle l'occupation des interstices. C'est tous les scénarios de municipalisme ou de fédéralisme de différentes initiatives locales bon, ce scénario-là, il est évidemment complètement intéressant d'un point de vue politique, mais sa plausibilité, c'est-à-dire que la plausibilité qu'on arrive par là à changer réellement le pouvoir est très compliquée. Et puis, il y a deux scénarios qui me paraissent beaucoup plus à mon avis, féconds. Le premier scénario, c'est un scénario qui porte sur les formes de mobilisation. Sur la structuration de la contestation qui permettrait, et de la participation des catégories populaires en particulier, qui leur permettrait de revenir dans le jeu politique, de retrouver des espaces de discussion et d'être pris en compte finalement par le pouvoir. Et évidemment, c'est le community organizing et l'éducation populaire, c'est tout ce que vous faites qui me paraît absolument essentiel, mais qui exige des intermédiaires. C'est-à-dire que la place des intermédiaires, elle est, et ça, vos adversaires l'ont compris, puisqu'ils diminuent vos financements, ils obligent finalement tous ces intermédiaires à entrer dans le jeu d'une concurrence entre eux ou dans le jeu d'une logique de projet ou de rentabilité qui rend très difficile la structuration de ces formes de mobilisation. Ça, c'est votre voie. Et puis, il y a ma voie, et je n'irai pas beaucoup plus loin, celle que je travaille dans mes différents engagements, c'est celui de l'innovation institutionnelle, parce que je pense qu'on peut quand même, via les institutions, essayer de transformer les choses en mettant en place des dispositifs qui permettent une forme d'inclusion des perspectives citoyennes, des perspectives des catégories populaires. Donc, c'est l'usage du tirage au sort, c'est la défense de processus constituants participatifs, c'est l'introduction, il y a tout un courant de pensée aujourd'hui dans la théorie politique internationale qui réfléchit à la mise en place d'institutions plébéiennes dans nos institutions démocratiques. Dernier point sera ma conclusion. Même si on est là dans la Fédération des centres sociaux, la question naturelle, la question environnementale me paraît surdéterminer tout le reste. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces réflexions n'ont de sens que si nous arrivons, plus ou moins, à empêcher que le pire ne nous arrive. Alors, on est déjà quand même dans une situation très, très compliquée, mais que le pire, ce sera le fait que nous ne puissions pas bénéficier des conditions naturelles de vie sur Terre qui nous permettent de ne pas nous entretuer. La définition minimale de la démocratie de mon collègue américain Prezowski, c'est empêcher les bains de sang. Hein, empêcher les bains de sang, c'est la démocratie. En fait, avec l'érosion de la biodiversité et le changement climatique, il y a de fortes chances pour que la perspective de bain de sang entraîne des conséquences politiques majeures, hein, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de forces particulièrement autoritaires et de conflits. Et pour ça, il me semble, et c'est moi ma préoccupation principale, que la démocratie est aussi une solution. C'est-à-dire que
pour prendre les mesures et les solutions radicales qui permettront d'éviter le pire, on ne pourra le faire qu'avec les citoyens, par la participation et la délibération. Donc c'est un petit peu la perspective qu'essaye d'ouvrir la Convention citoyenne. Alors on pourra discuter des résultats, mais au moins on sait que c'est possible. En effet, les acteurs et actrices de l'éducation populaire se considèrent souvent comme des passeurs et des passeuses, et comme voilà, souvent on parle d'école de la démocratie. Je pense que pour avoir une action en tant qu'association, en tant qu'acteur et actrice de l'éducation populaire sur la démocratie, alors il y a je vais revenir sur cette idée d'école de la démocratie, parce que la démocratie, c'est une pratique. C'est une pratique qui est collective. C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se pratique. Alors, en la pratiquant, sans doute qu'on l'apprend, mais à la différence, par exemple, du vélo, qu'on apprend aussi par la pratique, le vélo, un jour, on sait en faire et c'est bon. La démocratie, jamais. C'est-à-dire que c'est une recherche permanente, collective, dans nos façons de fonctionner. C'est jamais acquis. Et c'est tout sauf simple à mettre en œuvre. Du coup, cette idée d'école de la démocratie, elle me semble, elle peut être problématique, parce qu'elle laisse à penser qu'on va apprendre aux autres à être de bons citoyens et de bonnes citoyennes. Mais nous, comment est-ce qu'on se positionne là-dedans? Est-ce qu'on est vraiment que des passeurs et des passeuses? Comment on fait ça? Je pense que le premier rôle pour les associations pour renforcer une société démocratique, c'est d'être elles-mêmes des démocraties. Ça revient un peu à la question de la cohérence entre les fins et les moyens dont parlait Loïc Blondieu à l'instant. Et ça, c'est vraiment pas rien. Enfin, aujourd'hui, énormément d'associations sont quand même très peu démocratiques. Et donc, c'est vraiment pas rien de tâcher en interne déjà d'avoir, de pratiquer et du coup de se former en ayant ces pratiques-là. Et donc, c'est pas qu'on va aller apprendre aux gens à être de bons citoyens, c'est qu'on va tâcher ensemble, collectivement, d'être des cadres collectifs où on va expérimenter ensemble des modes de fonctionnement qu'on va tâcher de rendre les plus démocratiques possibles. Et c'est tout sauf simple. Donc, on va se frotter à ça, on va se frotter à la démocratie. Et du coup, il ne s'agit pas de former les autres. L'éducation populaire, ce n'est pas former le peuple, ce n'est pas éduquer le peuple, c'est nous déformer ensemble, c'est mener un processus collectif de long terme, en pratique, qui va nous amener à comprendre en quoi on reproduit des mécanismes que pourtant on dit qu'on veut détruire, et donc à arriver à identifier ces normes-là, les réflexes qu'on a, et pour construire d'autres normes, une autre normalité, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, et ça ne se décrète pas. On ne va pas dire, bon, bah, à partir de maintenant, on va tous changer de fonctionnement, on va arrêter de faire en sorte que ça se passe toujours pareil et que les choses se reproduisent. Non, ça ne se décide pas, parce qu'en fait, malgré nous, on reproduit tout ça. Donc, ça va nécessiter vraiment de penser les choses dans le processus, de tâtonner, et vraiment de faire ça par nous-mêmes. Donc, toutes et tous, on n'a pas été éduqués à la démocratie. On a été éduqués à obéir, on a été éduqués à dire bonjour à la dame, à ramasser le papier par terre éventuellement. Mais la démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est contribuer, c'est développer, mettre en œuvre un esprit critique, c'est agir, c'est s'opposer, y compris. Et donc ça, si on n'est pas capable de le mettre en œuvre dans nos organisations, comment est-ce qu'on peut penser qu'on sera capable de le mettre en œuvre dans la société? Je pense qu'il faut vraiment mener les deux en même temps. Et d'autant plus qu'en tant que professionnel, en tant que bénévole, c'est nous qui avons le pouvoir dans les associations. Et quand même, c'est ceux qui sont les plus grands problèmes à la démocratie, c'est ceux qui ont le pouvoir et ceux qui l'exercent. Et donc, comment nous-mêmes, où on est dans cette situation-là dans nos structures, comment, en tant que conseil d'administration, en tant que salarié, comment est-ce qu'on favorise la démocratie quand on a le pouvoir? Et se frotter à ça, et c'est là où vraiment se penser nous-mêmes comme des acteurs et des actrices de ces questions-là, et pas comme on va éduquer les gens à eux être de bons citoyens. Nous aussi, on a un vrai problème avec ça. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu dans les structures de comment est-ce qu'on va réussir à faire ça. Et du coup, ça veut dire que la démocratie, c'est pas tant que ça va transformer la société, que ça va réduire les inégalités, que ça va réduire les injustices. C'est surtout qu'il faut réduire les inégalités, il faut supprimer les injustices pour avoir une chance de fonctionner en démocratie. Donc, ça inverse un peu la cause et la conséquence, même si tout ça, ça se nourrit. Mais dans un contexte d'inégalité, fonctionner de façon démocratique, c'est quand même très compliqué. Alors, justement, tous les mécanismes aujourd'hui visent à essayer de réguler, mais en fait, la régulation, on est sans doute aussi dans la nécessité de lutter pour abolir les oppressions et abolir les choses tous les mécanismes qui empêchent les fonctionnements démocratiques. Et donc, au travers de tout ce qu'on va faire,
alors dans les centres sociaux, mais aussi ailleurs, c'est comment est-ce qu'on transforme notre culture. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une pratique et en ce sens-là, c'est une culture. C'est-à-dire que ça s'intègre dans tout dans nos façons de comprendre les choses, de comprendre les relations, dans notre façon d'agir. Donc, c'est ce qu'on appelle une culture de manière générale. Et c'est ça, les démarches d'éducation populaire, c'est faire évoluer la culture vers une culture démocratique. Et ça nécessite de nous libérer, nous, de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a engrangé, qui fait qu'on reproduit la culture dominante. Et donc, c'est avant tout nous libérer dans nos têtes. Donc, c'est augmenter notre capacité de discernement, de travailler notre esprit critique, notre capacité à réfléchir collectivement, à construire nos opinions, à les confronter avec d'autres qui ne sont pas d'accord, à les défendre en argumentant. Donc ça, c'est une première chose et c'est tout un processus parce qu'encore une fois, on n'a pas été forcément éduqués à ça. Donc, on a besoin de faire ça ensemble. La deuxième chose, c'est de nous libérer aussi dans nos corps, au-delà de nous libérer dans nos têtes, parce que savoir ne suffit pas. Il ne suffit pas de savoir qu'on a le droit de prendre la parole pour réussir à la prendre, pour demander à la prendre. Et donc, c'est vraiment deux choses différentes. S'autoriser à, ça va au-delà de juste comprendre ce qui se passe. Et c'est là où l'éducation populaire, souvent, on a tendance à réduire ça aux idées, et ce n'est pas vrai. C'est les idées et les actions. Donc, développer notre capacité à agir, ce qui va vraiment nous pousser à chercher à nous décoloniser. C'est-à-dire que tout ça, on l'a à l'intérieur de nous. On le reproduit et c'est toute la difficulté. Et pour ça, on a besoin du collectif. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, chacune s'engage dans cette recherche individuellement, mais on ne pourra rien faire individuellement. On a besoin du collectif pour avancer dans ces transformations et surtout, on a besoin de transformer la société puisqu'on ne pourra pas se libérer dans une société inchangée. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est inséparable entre individuel, collectif et social. Donc, souhaiter la transformation sociale. Et donc, pour moi, ce n'est pas tant une question d'indifférence quand on peut constater un manque de mobilisation qu'une impuissance. Et la plupart des gens ont bien conscience qu'il y a un problème, mais par contre, ne voient pas ce qu'on pourrait y faire ou ne pensent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le mal qu'on se donnerait pour essayer de faire changer les choses, vu ce qu'on en retire généralement, autant faire autre chose. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche, un processus, et par exemple dans les centres sociaux, que ce soit dans une activité sociolinguistique ou même dans un cours de yoga, on peut essayer de penser les choses de façon à créer des fonctionnements collectifs qui soient les plus émancipateurs possibles. Alors, on ne va pas forcément très loin selon le type d'activité, mais au-delà, quand on passe sur la question du fonctionnement du conseil d'administration, quand on passe sur la question de la gestion de l'équipe salariée, quand on passe sur la question de la place réelle des personnes dans les réflexions et dans les décisions, là, on commence à se poser des questions de fonctionnement démocratique à l'interne. Donc, l'objet, c'est vraiment de transformer la culture collective, notre culture collective, transformer les normes, transformer ce qui est normal. Et il n'y a que comme ça, en changeant la normalité, qu'on va devenir complètement intolérant au fonctionnement autoritaire. Et ça, je pense qu'en fait, là, encore une fois, je parle de culture. La norme et l'intolérance à l'intolérable, c'est inscrit dans notre culture. Et on a besoin de se déculturer des fonctionnements qui nous poussent à l'obéissance pour s'acculturer à des fonctionnements qui nous poussent à ne pas supporter les fonctionnements autoritaires. D'autant plus dans la période actuelle où, au contraire, actuellement, on est de plus en plus habitués à supporter des choses qu'on ne supportait pas il y a quelque temps. Et justement, les taquets passent dans le sens inverse. Et nous, un combat principal, je pense, à avoir, c'est de faire passer les taquets dans le sens inverse, et c'est-à-dire de ne surtout pas s'habituer à ça, et au contraire, de cultiver notre intolérance au fonctionnement autoritaire, et ça, c'est dans nos pratiques qu'on le cultive. C'est pas dans les textes. Donc, voilà. Et donc, être citoyen, être citoyenne, ce n'est pas réservé aux habitants, aux habitantes des quartiers, aux gens qui viennent dans les centres sociaux. Les centres sociaux, c'est des personnes morales. Les associations sont des personnes morales. C'est quelque chose d'assez spécifique en France. Les associations sont des personnes morales. Et à ce titre-là, elles peuvent agir dans la société, voire elles doivent agir dans la société. Et c'est-à-dire, ce n'est pas seulement accompagner les autres et encourager les personnes à s'engager, à prendre leur place, etc. Certes, il faut peut-être le faire, mais comment les pousser à le faire, sinon on ne le fait pas. Je pense que une des premières questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que ce que nous sommes, en tant que notre position sociale, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir en direction d'une démocratie réelle. En tant qu'association,
en tant que bénévole, en tant que salarié, en tant qu'habitant, habitante du quartier, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, par exemple, pour parler, puisqu'on est là dans le... Enfin, vous préparez le projet, le projet de la Fédération des centres sociaux. La Fédération des centres sociaux, elle est tout sauf neutre. Elle a un projet associatif qui est tout sauf neutre, qui relève en fait d'un projet de société. Or, ce projet de société, il n'a pas complètement le vent en poupe aujourd'hui dans la société. Donc, en fait, défendre ce projet social et ce projet de société, c'est une mission, je pense, de la Fédération des centres sociaux comme de pas mal d'autres associations, de se faire entendre et d'avoir une stratégie probablement en direction de l'opinion publique au moins, voire voilà, pour défendre ces positions-là et donc en fait peser dans la démocratie pour dénoncer les projets de société non démocratiques et inégalitaires, etc. Et donc là, on en vient aux questions de la stratégie, de comment on agit démocratiquement dans une société pas parfaitement démocratique. Tout à l'heure, du coup, Loïc Bondieu parlait de scénario. Moi, je ne pense pas tant en termes de scénario, parce que je pense qu'il n'y en a pas en fait qui marche. Il n'y a pas un scénario, mais du coup, il y a différentes stratégies qu'il s'agit de combiner en fonction de qui on est, où on est, quelle est notre place sociale, quel est notre rôle, ce qu'on peut s'autoriser en termes de risques, etc. Il y a des stratégies culturelles, donc je viens d'en parler, c'est la stratégie de l'opinion publique, et ça, très clairement, les associations, je pense, doivent le faire, c'est-à-dire avoir une parole publique, s'exprimer, chercher à défendre leur position dans l'espace public, argumenter, tâcher de convaincre largement, mais ça veut dire se donner les moyens de ça, ça veut dire savoir bien définir son message, à qui on veut le faire passer, comment on va le faire passer, c'est une vraie stratégie. Il y a une deuxième stratégie culturelle qui est celle des démarches d'éducation populaire, et donc là, c'est faire un travail, j'en parlais tout à l'heure, faire un travail ensemble d'émancipation, c'est-à-dire essayer de transformer notre culture collective, lutter contre les normes qu'on reproduit, et donc essayer de transformer tout ça et transformer nos réflexes, avoir une exigence collective permanente sur nos pratiques. Donc ça, c'est deux stratégies culturelles, et puis à côté, il y a plein de stratégies matérielles qu'on peut avoir, c'est-à-dire concrètement, comment on peut agir pour commencer par peut-être celle qui est la plus proche des centres sociaux, sans doute, c'est dans l'institution, c'est-à-dire les associations sont quand même des institutions, et donc c'est comment, dans le système tel qu'il existe, on peut exploiter des brèches, on peut faire des choses, on peut gagner des marges de manœuvre. Sauf que gagner des marges de manœuvre, ça veut probablement dire à un moment s'opposer, se battre, lutter. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt comment est-ce qu'on s'organise pour être en capacité de lutter pour ces marges de manœuvre? Ça pose la question aussi, on veut être des alliés, mais jusqu'où on va? Est-ce qu'on est jusqu'à être complice? Et du coup, quel risque on prend à titre individuel, à titre associatif, sans prendre des risques immodérés, parce qu'un militant qui ne peut plus militer ne sert plus à rien. Mais voilà, du coup, essayer de pousser autant que possible. En allant un peu plus loin, c'est pousser ceux qui ont le pouvoir à faire ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Et donc là, ça nécessite d'abord de savoir ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, c'est tout un travail d'élaboration collective pour définir nos positions, un travail, voilà. Et après, pour faire connaître nos demandes et faire en sorte qu'elles soient entendues. Si elles ne sont pas entendues, ce qui est relativement banal, à ce moment-là, il va falloir probablement avoir une stratégie de pression. Et là, ça pose la question, quand on est un centre social éventuellement, probablement subventionné, comment est-ce qu'on rentre en pression sur des pouvoirs publics? Voilà, est-ce que c'est possible? Comment le faire? Mais il faut savoir qu'un État démocratique, normalement, a pour mission de garantir l'autonomie des associations, a pour mission de garantir l'autonomie des corps intermédiaires, puisqu'ils font partie de la démocratie. Voilà, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans la dissolution d'associations. Donc, on a un vrai problème. Mais du coup, ça pose cette question-là du rapport de force et de quelles sont nos ressources, quels sont nos ressorts pour faire du rapport de force quand on a une association. Et il y en a plein. Voilà, après, on peut aussi, notre stratégie, c'est vraiment travailler l'utopie, travailler le rêve, le projet de société, et ça, c'est pas rien du tout. Ne pas s'en tenir à seulement des choses qu'on peut humblement demander au pouvoir public, c'est aussi, développer des rêves, des projets de société plus ambitieux que ça, et du coup, arrêter de demander poliment et d'attendre que ça arrive, et vraiment aller passer à l'action directe plutôt que de passer par la délégation. Et ça peut inclure la désobéissance civile. La désobéissance civile, ça fait partie de la démocratie. La
la citoyenneté inclut la désobéissance. Je crois que même les militaires ont le devoir de désobéir quand un ordre est illégal. Enfin, du coup, ces ressorts-là de mobilisation sont des ressorts mobilisables par les associations aussi. Et puis aussi une autre stratégie qui est de vraiment aller repousser les limites de l'imaginable, monter des projets un petit peu en dehors de la société donc essayer de monter ces petites bulles d'émancipation sans oublier que ça suffira jamais et que du coup probablement il faut voir comment faire le lien entre ces bulles d'émancipation, ces petits paradis et la lutte pour élargir ces possibilités-là et voilà. Et par exemple ça peut être quand on monte un projet d'accompagnement d'enfants, c'est à la fois le faire et se donner les moyens de le faire, et puis à la fois lutter pour qu'il y ait vraiment des moyens pour ça. Et enfin voilà, c'est ne pas se contenter de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais toujours le lier à la lutte, même si on ne va pas attendre d'avoir des victoires pour agir, parce que sinon, voilà, agir par les différents axes.